Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce mercredi pour Webpress. Webpress aujourd'hui est vraiment très social parce que nous allons parler vraiment des revendications sociales de notre population. Nous allons parler de la rentrée scolaire, mesdames et messieurs, c'est déjà ce lundi. Nous allons parler de la radicalisation de la grève des médecins et si le temps le permet, nous courons aussi derrière le temps. Les 100 jours de Bruno Tshibala, comme vous le savez, ça se fait, c'est maintenant un principe, comment les deux journalistes que j'ai dans mon plateau vont essayer d'examiner les 100 jours de Tshibala. Et si le temps vraiment le permet, nous allons parler un peu des élections des gouverneurs parce que ça a été la surprise dans presque dans les provinces et les branle-bas de combat politique après les élections des gouverneurs. D'ailleurs, Forum des As nous dit déjà par rapport à ce sujet, Kabila et Kizenga en instance de divorce. Très heureuse donc d'être avec Faye Nico Mbikaï de Top Media, très heureuse. Bonjour madame. Merci. Et très heureuse de recevoir le rédacteur en chef de Congo Web Télévision. Il est très rare dans cette émission, mais c'est vraiment un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Vous entendez souvent André Monkini, il est avec nous. Très heureuse de vous recevoir, André. Merci beaucoup. La rentrée scolaire, Faye Nico, c'est déjà ce lundi. Et bizarrement, on ne sent pas l'engouement comme il y a déjà quelques années. Hein, l'engouement, et plus les années passent, plus on a l'impression que la rentrée scolaire devient vraiment quelque chose de difficile. Est-ce que vous sentez, vous, qui êtes journaliste de terrain, je le sais, est-ce que vous sentez l'engouement sur le terrain par rapport à cette rentrée? C'est déjà ce lundi 4 septembre. Oui. Madame, merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, je pense le rythme que je suis en train d'observer aujourd'hui, c'est le rythme qui aurait dû être depuis tout ce temps. Parce qu'à un moment, les parents ont cherché à mystifier la rentrée scolaire. Vous sentez partout, rentrée scolaire. Moi, je me suis posé toujours la question, pourquoi on cherche toujours à mystifier la rentrée scolaire? Est-ce que s'il faut aller au marché pour acheter les uniformes en soi, le prix est souvent dérisoire. Et peut-être aujourd'hui les choses sont un peu compliquées avec la malhonnêteté qui caractérise aujourd'hui beaucoup de promoteurs d'écoles. On doit acheter les uniformes à l'école. Non seulement les uniformes, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs, même les écoles confessionnelles exigent aujourd'hui, si ce n'est pas la moitié, de frais scolaires, voire même 75% de frais scolaires en amont. Avec la morosité, avec le salaire de misère qu'a la majorité de la population congolaise, je me dis, c'est surtout dans les écoles confessionnelles que c'est pire, surtout les écoles catholiques, voire même les écoles protestantes. Mais je me dis, vous vous dites église, mais l'église, c'est une institution qui doit comprendre les réalités sociétales. Lorsque vous allez dans une école catholique, par exemple, où les frais scolaires sont à 700 $ américains et qu'elle oblige aux parents qui touchent aujourd'hui la moyenne des salaires est de 100 $ et que vous exigez à un parent de vous payer d'abord la compte de 450 $, écoutez, il y a de quoi se poser la question. Vous parlez de la mystification de la rentrée scolaire. Explicitez un peu. C'est quoi mystification? Non, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours préconisé qu'on trouve les rentrées scolaires comme des faits normaux. Qu'on ne cherche pas à se trouver des choses exceptionnelles. Pour qu'un élève rentre à l'école, il faut quoi? Il faut une chemise blanche, il faut une jupe ou bien une culotte bleue. Et puis, aujourd'hui, avec cette prolifération des bilocos ou bien des histoires de friperies, si vous allez sur le marché, vous trouverez aujourd'hui des caisses de 2000, 3000 francs congolais. Mais lorsqu'il vous devez aller chercher à avoir de cash de 50, 60 $, moi je me dis, c'est pour quelle finalité? Je me dis que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je suis content que le parent revienne à la raison, considère que le parent considère la rentrée scolaire comme des faits normaux. Comme des faits normaux. André Monkini, on sait déjà que les enseignants menacent, les professeurs, les enseignants menacent d'aller en grève déjà ce lundi. Et le ministre Moussemena, nous l'avons suivi, il a dit que c'est maintenant du chantage. Ça, que rentrée scolaire, c'est cette forme de chantage. Est-ce que pour vous, vous partagez aussi ce point de vue? C'est un chantage des enseignants, des professeurs à chaque rentrée scolaire? Bon, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Il est ministre de l'Éducation,
c'est tout à fait normal qu'ils tiennent un tel discours. Une chose est aussi vraie que la rentrée scolaire est un fait régi par le gouvernement. Okay. Le Premier ministre a tout à fait raison de proclamer qu'il y a rentrée scolaire le 4 septembre tel qu'il s'est prévu par le calendrier. Parce que chaque année du moins, les activités scolaires sont régies par le calendrier scolaire. Donc il y a un planning qu'on doit respecter durant toute l'année. Okay. Donc pour cette année, c'est prévu pour le 4 septembre. Mais une chose aussi vraie que il y a des réalités auxquelles on ne peut pas, se passer. Une chose aussi vraie qu'il y a eu la promesse du Premier ministre qui a promis... c'est quel Premier ministre? Parce que là, le Premier ministre Bruno Tshibala, c'est Bruno Tshibala, lorsqu'il a défendu le budget à l'Assemblée nationale. Il a bien promis qu'on ajouterait, il va payer le fonctionnaire de l'État, comme les enseignants, au taux budgétaire de 1425 francs congolais. Ce n'est pas encore fait. Hein. Ce n'est pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est une promesse faite par le Premier ministre lors de la défense de son budget à l'Assemblée nationale. On arrive au mois de juillet, c'était fait pour le mois de juillet. On arrive à la fin du mois de juillet, rien n'était fait. Au mois d'août, le ministre de la fonction publique a encore donné une autre promesse, selon laquelle on ajouterait et aux enseignants et aux fonctionnaires de l'État. Donc, ils seront payés du mois au mois d'août avec le taux budgétaire 1425. On arrive à la fin du mois d'août, rien n'a été fait. Il y a eu des tractations entre le ministre ou les ministres de l'éducation, de l'EPSP bien sûr, comme avec la fonction publique. Et les rencontres sont soldées par un échec. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a eu aucune augmentation. Si ce ne sont que des promesses qui se continuent à se faire. Alors, dans ces climats, je ne vois pas les enseignants qui peuvent reprendre les cours le lundi. Bien qu'ils seront soumis à cette exigence de reprendre les cours, mais la plupart des syndicats ont appelé leurs syndiqués à boycotter la rentrée scolaire. Donc, la plupart des parents qui enverront leurs enfants à l'école, qu'ils ne soient pas étonnés. Ce ne sont pas les enfants qui paient les pots cassés entre Mikili dans ce combat entre deux éléphants, entre les syndicalistes et le gouvernement. Ce sont les enfants qui vont trinquer, qui vont payer. C'est pas ça. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. On est dans un combat entre le gouvernement et les enseignants. Bien sûr, les enfants vont perdre dans un premier temps. Mais je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un planning de toutes les activités toute l'année. Avec le calendrier scolaire. Alors, plusieurs fois, si vous avez remarqué, il y a eu des perturbations, même quand je prends le cas de l'année passée, par exemple. Il y a eu des perturbations. Lors des journées de 19, ainsi de suite, il y a eu une perturbation. Donc, il y a toujours possibilité de réajuster le calendrier scolaire avec les temps de récupération pour les jours qu'on aura perdus. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a rien à craindre. Et on en est où, Papa André? On l'appelle affectueusement Papa André, comprenez? On en est où avec la bancarisation des enseignants? Ça continue toujours ou... Oui, la bancarisation continue. La bancarisation continue, sauf qu'à l'heure actuelle, les enseignants sont en train de payer le pot cassé. Il y a des frais de tenue de compte qui étaient pris en charge au début par... C'était le gouvernement qui prenait les frais. C'était le gouvernement qui a pris les charges. Mais actuellement, ce sont les enseignants. On coupe ça dans le... oui, avec ce petit montant, on coupe encore? On coupe encore. Oh là là. Donc, chaque fin du mois, ici, les enseignants, ils sont en train de pleurnicher. Donc, c'est tout un problème. Tout un problème actuellement. La radicalisation de la grève, parce qu'on y est dans ce secteur social, la radicalisation de la grève des médecins, on a suivi déjà depuis ce lundi, même pas de service minimum dans les hôpitaux. Et vous, en tant que journaliste, est-ce que vous comprenez les revendications des médecins? Est-ce qu'ils ne sont pas là aussi en train de battre en brèche leur serment d'Hippocrate, soigner d'abord et puis voir un peu ce qui va se passer ensuite? Parce que qui va soigner ces pauvres Congolais? On est tous dans la même galère. Moi, je me dis, on est tous dans la même galère. Et si les médecins disent non, et nous autres, nous allons nous faire soigner où Non, il y a un problème. Il ne faut pas toujours chercher à évoquer les serments d'Hippocrate. Mais d'un côté, il y a les serments d'Hippocrate. De l'autre côté aussi, il y a les testaments d'Hippocrate. Ah bon? Oui. Peut-être qu'on n'en parle pas trop. Dites-nous un peu. Oui, on n'en parle pas trop. C'est-à-dire, le médecin a ses droits et obligations. Vous devez aussi le mettre dans les conditions normales, aisantes, de pouvoir lui permettre de bien prester. Il ne faudrait pas seulement qu'il donne trop et qu'il soit trompé. C'est pour cela, moi je dis, au stade où nous sommes,
il faut que chaque parti essaye un peu de mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne dis pas que tous les grévistes campent leur position qu'elles ont aujourd'hui. Et je ne dis pas aussi que les gouvernements qui dirigent Bruno Tshibala conservent qu'on voit dans quelle mesure on peut améliorer tant soit peu. J'ai aimé lorsqu'on a parlé de l'autre fois là d'un taux réajusté. Moi, je pense qu'il faut quand même faire, même c'est pas là vers le taux réajusté de 120 comme on avait prévu avant d'atteindre 52, qu'on arrive même à 120 pour que les agents et fonctionnaires de l'État dans leur ensemble puissent d'abord reprendre les activités en attendant que les solutions durables soient prises. Parce que c'est là aussi le problème aussi avec certains gouvernements qui se sont succédés. Tout ça, c'est la résultante du comportement du gouvernement Matata. Lorsqu'on a parlé de la bancarisation, moi qui vous parle ici, j'ai été critiqué une fois sur le plateau. Les banques, c'est vous les Congolais qui pensez que les banques c'est une innovation, c'est un luxe. Et c'est pour vous trouvez même certains Congolais sur la place publique. Ils ne sont pas des philanthropes, les banquiers. Écoutez, ils sortent la carte en présence des gens pour que les gens apprennent qu'il y a un compte bancaire. Les banques ne sont pas là pour aider les gens. Lorsque cette histoire avait été créée, mais on avait menti mon peuple que c'est l'État qui allait supporter l'autre. Mais l'État a commencé par supporter et par après, ce n'est plus l'État. Moi, j'avais toujours posé cette question. On a évité les comptables de l'État parce qu'ils soutiendraient 300, 400, 500 francs sur le salaire d'un fonctionnaire. Mais à la banque, là où on leur a envoyé, la banque soutient combien? La moyenne, c'est 5 dollars américains. C'est 5 dollars. C'est 5 dollars. Si quelqu'un touche 90 000 francs congolais, il affiche le comptable qui prenait 400, 500 francs congolais. Mais là où vous l'avez envoyé, la banque lui retire combien? La banque lui retire 7 000 à 7 000. Alors qui perd? Qui perd? Mais tellement que vous les Congolais, vous aimez trop la politique spectacle, vous ne voyez pas plus loin, et c'est pour cela là où vous en êtes maintenant. Moi je pense que le gouvernement qui dirige Maître Bruno Tshibala doit peut-être prendre langue avec les banques pour qu'on revoie le taux, les frais bancaires à la baisse. Parce que demander 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 francs congolais pour un salaire de plus ou moins 90 000 francs, il y a de quoi se poser la question. André Moukine, la radicalisation de la grève des médecins, c'est dur, mais Faye l'a dit, on doit comprendre aussi les médecins, ce sont des humains, ils ont aussi leurs droits. Est-ce que ce sera chaque fois comme ça? La grève, bien sûr, c'est constitutionnel, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas, comme l'a dit Faye, mettre un peu d'eau dans leur vin pour essayer de soigner, ne fût-ce que ces pauvres Congolais? Je crois qu'il y a un problème dans la gestion du quotidien de médecins, comme des enseignants, même des agents de la fonction publique ici. Lorsqu'il y a eu contact entre le gouvernement et les syndicalistes, il y a eu contact avec les gens du Sinamed, Sinamag, même le syndicat des enseignants, il y a eu un début de contact. Et on a essayé un peu d'arrêter les choses de manière à ce que pour reprendre le service minimum. Mais après, ils ont compris qu'il y a eu mauvaise gestion de la chose, ou mauvaise foi de nos gestionnaires, des gouvernements. Et c'est comme ça qu'ils ont compris et ils ont radicalisé la grève au niveau des hôpitaux. Bon, les condamnés, moi je ne vois pas les choses... C'est une forme de pression, la radicalisation, c'est simplement une forme de pression. Moi je vois ça comme une forme de pression à l'endroit de nos gouvernants. Bon, je ne les condamne pas tellement. Si le gouvernement avait vraiment besoin de servir ces gens-là, je crois qu'il y a plusieurs manières de les aborder et de voir dans quelle mesure on peut aider cette population pour bien soigner, pour bien la soigner. Le micro, papa André. Nous prenons, comme nous avons déjà parlé de Bruno Tshibala, c'est 100 jours. C'est un exercice classique aujourd'hui, les 100 jours de Tshibala. Donnez-nous un peu le bilan, Faye Nikombike. Pas trop de questions aujourd'hui, je vous laisse parler. Dans le volet économique, social, tout ça, pour vous, vous avez senti un changement depuis que Bruno Tshibala est là? Oui, madame. Ici, nous devons éviter les discours des fécodis. C'est-à-dire des fédérations congolaises de distribution. Les problèmes politiques et économiques sont différents des problèmes politiques. Les deux vont de pair, hein? Il ne faut pas l'oublier. Faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie. Hein? J'ai dit ceci.
les problèmes économiques sont différents des problèmes politiques. En politique, je peux avoir un différent avec vous à 13 h et à 14 h, on a la solution. A contrario, les problèmes économiques, si ils sont déjà là, il faut qu'il y ait des démarches, il faut qu'il y ait une procédure, il faut qu'il y ait un processus pour arriver à colmater, pour arriver à juguler les problèmes qui ont existé. Mais le problème auquel le gouvernement qui dirige Maître Bruno Tshibala aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème. Lorsqu'ils sont arrivés à la Banque centrale, est-ce qu'ont-ils trouvé de matériel de devises là-bas? Vers la fin du règne de Matata, les dollars étaient déjà à plus de 110. Et qu'il n'y avait pas de devises à la Banque centrale. Et Sami Baliban qui était arrivé avait été aussi confronté à ces problèmes-là. Il lui fallait commencer par chercher d'abord à trouver des matériels de devises à la Banque centrale. Et Sami Baliban n'a pas mis long fait, plus ou moins 4 mois. Et le même problème a perduré avec Bruno Tshibala. Et que c'est pour cela aujourd'hui, j'encourage la décision qui avait été prise par le gouvernement qui dirige Bruno Tshibala en demandant, ce n'est même pas demandé, en obligeant aux sociétés minières de rapatrier le 40% de leurs recettes qui étaient logées ils n'ont jamais payé leur TVA. Eux aussi ils n'ont jamais payé, renvoyé leur TVA. Écoutez, nous disons d'abord ceci. L'État, pour qu'il y ait des devises, l'État ne fait pas le commerce en soi. Mais l'État perçoit les devises en prélevant les taxes et impôts. Or, les sociétés, les multinationales dans le secteur minier préféraient conserver leurs recettes à l'étranger. Or, la loi dit quoi? Il faut que les sociétés rapatrient le 40% de leurs recettes au Congo pour que ces devises-là permettent aussi au niveau national qu'il y ait de matériel de devises. C'est ainsi qu'il y a eu des remontrances qui leur ont été lancées et qu'on a estimé à plus de 1,4 milliard que ces sociétés devraient retourner au Congo. Or, au stade actuel, si dans le secteur seul minier, l'État arrivait à récupérer 1,4 milliard dollars américains, c'est un matériel quand même de devises considérable qui peut faire face aujourd'hui à cette inflation qui d'ailleurs aujourd'hui il y a quand même une stabilité relative. Si la même démarche persévérait avec les mêmes pressions continuer à être sur la société minière et qu'au niveau national qu'on arrive aussi à colmater, à boucher les trous, parce qu'une autre source de l'instabilité, l'État ne doit pas manquer de l'argent, à contrario, mais les employés de l'État mènent un train de vie supérieur que celui de l'État lui-même. Ça sous-entend quoi? L'argent, au lieu que l'argent entre dans les caisses de l'État, l'argent entre dans les poches des individus. Mais malheureusement, le gouvernement actuel est confronté à un problème d'état matériel ayant deux missions primordiales. La première, c'est celle de la tenue des élections et la deuxième, l'amélioration tant soit peu des conditions économico-sociales. Or, il faut, en principe, l'État qui est un parti au gouvernement qui dirige Maître Bruno Tshibala ne va pas le permettre pour affronter tous ces problèmes-là. Mais néanmoins, c'est encourageant dans la mesure où, depuis qu'il est là, la première mission qui était la tenue des élections, c'était à encourager. Lorsque j'ai appris pas plus longtemps que 3 jours que la CENI a commencé déjà à fermer certains centres dans la ville de Kinshasa, c'est encouragé. C'est un pas vers les élections. C'est un pas, et je sais très bien parce que les gens ne voient pas ça. Parce qu'on parle d'élections par exemple. Mais les élections, c'est un processus. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. André Moukini, pour vous, quelle lecture faites-vous des 100 jours de Tshibala? C'est vrai que pour Sami Badibanga, les 3 mois étaient passés comme ça, il est passé, mais lui, il est encore là. Quel bilan établissez-vous pour ces 100 jours, sur le plan social, économique, politique? Il est bien assis aujourd'hui, Tshibala? Il marque ses pas? Peut-être que l'avenir pourra être assez élogieux, mais s'il faut évaluer les 3 premiers mois, moi je pourrais dire que ça n'a pas été vraiment fameux. Quand je prends son discours
au Parlement. Son discours programme. Programme au niveau du Parlement. Comme le confrère venait de le dire tout à l'heure, là, il avait deux missions principales. Donc, l'organisation des élections et l'amélioration du social des Congolais. Quand je prends le volet social, et dans ce volet-là, on observe pratiquement dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs, il y a des grognes. Je prends la santé, les médecins sont en grève, les infirmiers, dans tous les hôpitaux aujourd'hui, c'est pratiquement la radicalisation de la grève au niveau des hôpitaux. Nous allons au niveau de l'EPSP par exemple. Là encore, c'est la grève qui s'annonce déjà dès ce lundi. Là, c'est à côté. On prend la fonction publique parce que la majeure partie de la population congolaise est constituée des fonctionnaires de l'État. Là encore, c'est la même situation, des grognes. Alors, quand je vois cet aspect social, jusque-là en tout cas, c'est un bilan négatif sur le plan social. Par rapport aux élections, parce que c'est la deuxième mission confiée au gouvernement Tshibala, là encore, je crois que jusque-là, je peux noter simplement cette légère stabilisation du taux d'échange qu'on a constaté. Parce que depuis son avènement à la primature, le dollar ne faisait que se déprécier depuis qu'on a commencé. Mais juste en dernière minute... Cette mesure de non-affichage va pas entrer, ça jouait psychologiquement de ne pas afficher le taux du dollar. Ça a impacté sur cette stabilisation? Bon, moi je ne vois pas le problème dans cet angle-là. C'est peut-être l'action que le gouvernement avait posée avec le rapatriement de 40% qui commence à agir. Mais j'espère peut-être l'avenir est prometteur. Mais pour l'instant, en tout cas, s'il faut évaluer les 3 premiers mois, les 100 jours, en tout cas, jusque-là, il n'y a encore rien de plus spécial par rapport à l'économie. Confrère André, vous ne devriez pas attendre des miracles. En économie, on ne peut pas bâtir une maison sur du sable. Il n'y avait pas de fondation. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas attendre que dans 3 mois, que vous ayez des résultats escomptés. Il lui fallait d'abord qu'on arrive à poser les jalons. C'est ça son bilan. Justement. Nous sommes en train de parler des 3 premiers mois seulement. Oui, et c'est pourquoi je dis, j'ai chuté pour dire que peut-être l'avenir peut être prometteur. C'est parce que actuellement, les gens commencent à sentir quelque chose. Mais restons dans l'évaluation des 3 premiers mois. Là, en tout cas, je crois que les bases n'étaient pas... là, je ne vous contredis pas. Il a hérité d'une situation qui n'était pas fameuse. Chaotique. Qui n'était pas fameuse. Et les conséquences se sont fait sentir. Et quand il faut faire l'évaluation de cette période-là, nous n'allons pas dire que c'était fameux. Là, vous n'allez pas me dire le contraire. Et c'est pas pour aussi au lieu incomber la responsabilité. Moi, je pense que ces 3 mois auraient dû être considérés comme étant une période d'observation qu'au lieu de commencer à tirer à boulet rouge, dans la mesure où, parce qu'il y a trop de mensonges, nous sommes en train d'évaluer une situation. Une situation, c'est pendant les 3 mois. Les 3 mois seulement. Qu'est-ce que Tshibala a fait pendant les 3 mois? Les 3 mois, écoutez, j'ai fait un constat dans les chefs des Congolais. Lorsqu'il y a des points positifs, on étouffe. S'il vous plaît, on n'a pas étouffé. J'ai bien dit. Depuis 2 premières missions, la tenue des élections et l'amélioration tant soit peu de conditions. Ça, c'est positif pour vous. Sur le plan des élections, madame, depuis que Maître Bruno Tshibala est là, avez-vous entendu un seul instant que la CENI a suspendu les opérations ou bien les processus d'enrôlement pour cause de financement? Même si la CENI n'a pas suspendu. Et d'ailleurs, c'est encourageant parce qu'on a commencé à fermer. C'est-à-dire, c'est un pas vers les élections. Oui, même si la CENI n'a pas suspendu, mais j'espère qu'en tant que journaliste, vous êtes au courant des grognes. Des grognes, il y a des endroits où ils ne sont pas payés. Il y a des gens qui ne sont pas payés. Et pourtant, la CENI reçoit des subventions du gouvernement. Mais quand vous regardez, dans plusieurs contrées, surtout à l'intérieur du pays, les agents ne sont pas payés. Oui, ça vous fermez les yeux. On s'accorde. Non, on s'accorde. Nous ne disons pas que non, on paye bien les gens. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans les conditions actuelles? Mais admettons que la CENI avait suspendu les opérations. Vous diriez quoi? Nous allons parler maintenant des élections. Nous y sommes. André Moukini, déjà, les élections des gouverneurs.
en République démocratique du Congo, ça a été vraiment étonnement sur étonnement. Là où on s'y attendait, c'était pas ça. D'ailleurs, au Sud Kivu, Forum des As nous dit, Zindula Eli se désiste, divorce entre Kabila et Kizenga. Alors pour vous, quelle lecture, parce que j'ai des plumes vraiment avérées avec moi, quelle lecture faites-vous de ces élections des gouverneurs? Est-ce que cela démontre l'image qu'on aura des prochaines élections? On s'attendra à celui-là, et ben c'est l'autre qui gagnera. C'est plus aussi transparente et connue d'avance, hein, ces élections. Je crois que la manière dont ces élections sont organisées, ça présage déjà c'est que à quoi nous nous attendons lorsqu'on organisera par exemple les autres élections telles que présidentielles, législatives, s'il y en aura d'ici décembre. Mais une chose est vraie qu'avec ce que nous vivons, soyons-en sûrs qu'il y aura, avec ces travaux certainement, on s'attend à un report. Mais une chose est aussi vraie qu'au cas où il y a des élections, il faut s'attendre à des surprises, alors des surprises. Vous êtes surpris par les résultats de ces élections des gouverneurs? Vous vous y attendez à ces débâcles, par exemple, de la MP à la Chopo, à ces débâcles de la MP dans une des provinces du Grand Équateur? Quand je prends simplement le Kwilu, là, c'est vraiment... où les gens s'attendaient au passage en force du candidat de la majorité, et ça n'a pas été le cas. Et je crois que c'est une bonne leçon que les gens de la majorité peuvent tirer sur tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et c'est le cas également dans d'autres provinces, où l'on attendait les cas dans quelques autres provinces, où l'on attendait les candidats de la majorité qui, en principe, avaient tous les avantages, mais ils ont été les appuis nécessaires pour être élus. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que cela peut casser comment dire, le mariage entre Kabila et Kizenga? Nous sommes en instance de divorce? À ce moment, ici, c'est trop tôt de le dire. Mais les alliances en politique se font et se défont. Et au cas où, soit la majorité, soit le Palou ne trouvait plus de compte dans cette alliance entre les deux partis, je crois que la conclusion est évidente. C'est le divorce. C'est le divorce, bien sûr. Nico, divorce entre Kabila et Kizenga, parce que ça chauffe dans les réseaux sociaux. Hein. Le Palou ne comprend pas l'échec de son candidat et tout ça. Et voilà, donc est-ce que pour vous, ça vous étonne le résultat de ces élections de gouverneur de province? Vous y attendez, vous, à ce nouveau gouverneur? Oui, dans les timings, même parti par vous, je vais m'organiser d'abord pour voir la genèse de ces élections-là. Lorsque les premiers sont mauvaises, le reste est gâché. Il y a beaucoup d'élections qui sont organisées dans certaines provinces où la Cour suprême a vidé certaines matières et dans certaines provinces, il y a des affaires qui sont encore pendantes. En principe, on ne devrait pas organiser ces élections. Dans toutes les provinces? Non, je dis ceci. Dans les provinces où la Cour suprême, la Cour constitutionnelle s'était prononcée. Comme dans le Grand Katanga. Non, écoutez, ça c'est un précédent fâcheux. On ne peut pas comprendre lorsque dans une république, un ministre des Affaires intérieures se met au travers une correspondance, met un terme à la décision de la justice. De la Cour constitutionnelle. De la haute cour. Non, ça ne se conçoit pas. Et moi, je suis en train de me poser la question. Que fait le cabinet de Sissabi Dimbo vis-à-vis d'une telle matière? Parce que celui qui sera jugé, ce n'est pas Chadari, ce n'est pas le ministre des Affaires intérieures, mais ce sera Kabila qui sera jugé. Vous savez, il ne faut pas avoir le langage de bois. Notre justice pose problème vis-à-vis de la population. Beaucoup de Congolais n'ont pas confiance à la justice. Ils disent non, c'est la justice, cette justice, cette justice-là. Mais avec ce que le ministre de l'Intérieur vient de poser comme acte, ça enfonce davantage la crédibilité même des institutions et de la justice. Toutes les institutions du Congo ont une compétence liée à celle de la justice. Mais dans une république, lorsque la justice rend son arrêt en dernier ressort et qu'il y a un individu dans un coin qui s'oppose, ça dit, je comprends bien, nous avons des faucons qui sont plus forts que la justice. Si dans le bureau de la majorité, moi j'estime qu'il est encore temps que la majorité se ressaisisse. Parce que je ne vois pas... Ça crée un précédent, une jurisprudence ou un précédent fâcheux. Quelle jurisprudence? Négative ou bien positive?
Négatif, bien positif. C'est-à-dire, vous êtes dans un pays, la justice rend la décision et qu'un individu quelque part dans son coin arrête le fonctionnement de l'administration de justice. En ce moment-là, la question que j'ai toujours posée, aujourd'hui vous vous êtes opposé à la décision de la Cour. Qu'adviendra-t-il en cas d'éventuel conflit dans les provinces où la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée? Auprès de quelle juridiction allez-vous maintenant vous référer? Compliqué, hein? Auprès de quelle juridiction allez-vous vous référer? Je ne sais pas si au niveau de la majorité, ils ont toujours mené de bonnes stratégies pour rouler cette avérée opposition. Mais pourquoi cette fois-ci se sont-ils entêtés? Divorce entre Kabila et Kizenga? Divorce, moi je pense que quelque part on extrapole dans nos écrits. Et je crois que mais il y a quand même tension, il y a quand même tension entre ces deux plateformes. S'il y a tension, on n'est pas démocrate. Parce que c'est pas pour rien que les législateurs avaient prévu que le vote soit un secret. Et en plus, on n'a pas un mandat, le député n'a pas un mandat impératif pour recevoir toujours des injonctions. C'est pour ça, dans les États normaux, on ouvre les champs à tout le monde. Si telle était la conception, Donald Trump ne serait pas président, Macron ne serait pas président. Macron est sorti de quel parti politique? Minoritaire. Donald Trump était même vomi par le républicain. Mais au nom de la démocratie, n'oubliez pas que Donald Trump a perdu l'élection populaire. Il avait battu le... Mais néanmoins, au niveau des grands électeurs, il a battu. C'est pour vous dire quoi? Moi, je dis, s'il y a ce débat peut-être sur le fait, alors qu'on cesse de parler de nos partis politiques comme étant des histoires démocratiques. Moi, j'estime que si les députés provinciaux, parce qu'il ne faut pas qu'on impose même un voleur au nom de l'injonction des partis, que vous puissiez voter un criminel. Mais si les partis arrivent à aligner un criminel, vous allez toujours le voter? Non, c'est la démocratie. Moi, j'encourage, si les députés ont eu à voter en âme et conscience, bravo, allons de l'avant. Bravo, allons de l'avant, courage. Donc, les députés provinciaux nous ont donné l'exemple. Ils ont voté en âme et conscience cette fois-ci. J'ose croire que les députés ont voté en âme et conscience dans certaines provinces. Mais dans d'autres, je crois, il y a eu des problèmes où les députés ont pratiquement fermé les yeux. Et c'est là où les candidats de la majorité sont partis, ou sont passés. Mais lorsque les députés provinciaux ont voté en âme et conscience, je crois que c'est là où on a vu les candidats de la majorité être battus par des indépendants et autres également. Et je pense que ce serait une très bonne leçon pour la majorité de comprendre que les choses évoluent. Et il faut faire un effort pour mettre les candidats pratiquement qui valent la peine dans certaines provinces. Et que peut-être c'est la même situation qu'on pourra vivre l'un de ces 4 matins lors des élections que nous sommes tous en train de réclamer à corps et à cri. C'est interpellateur, madame. Oui, je vous en prie. C'est pour cela, dans ce que vous appelez parti politique ici chez vous, il faut que cette fois-ci, lorsqu'on cherche à aligner le candidat, que les candidats soient valables. Il ne faudrait pas que vous allez vous ramasser, qu'on vous fasse corrompre comme on en avait en 2011, on donne l'argent, on met le nom de quelqu'un sur la liste, et que vous demandez, vous voulez que le peuple aille voter nécessairement pour le parti politique. C'est pour cela il est conseillé dans les États qu'il y ait des commissions électorales dans les partis politiques. Qu'on étudie les candidatures de tout un chacun pour que le candidat, le moment venu qu'il soit présenté, soit un candidat valable. Nous allons terminer, c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir des intelligences, mais parlons aussi de quelque chose qui nous relie. Je crois que nous ne restons plus qu'avec ça. Les léopards en stage au Maroc avant d'affronter les aigles de Carthage. Beaucoup ont été dit par rapport à l'entraîneur Florent Ibenge. Est-ce que pour vous, André Mokini, Florent Ibenge devait rester pour coacher les léopards juniors pour le CHAN? Parce qu'il y a des voix qui ont dit depuis, parce que Ibenge est parti, les léopards ont perdu le CHAN. Et pourtant, nous avons gagné le dernier CHAN au Rwanda. Alors, pour vous, Ibenge doit rester ou doit revenir pour entraîner les léopards juniors? Je crois que le temps que Florent Ibenge a passé à la tête de l'équipe nationale, je crois qu'il a fait ses preuves. Donc, personne ne peut les contester aujourd'hui.
Donc, s'il peut rester, moi, je ne vois pas de problème. Non, pour le junior, revenir pour le junior, parce qu'on a changé d'entraîneur en peu de temps, et on l'a d'ailleurs suspendu après la débâcle, selon une certaine opinion des Léopards juniors. Il doit revenir pour encadrer ces Léopards? Je pense que si on avait trouvé mieux, on n'aurait même pas fait appel à Florent Ibenge. C'est-à-dire qu'on s'est contenté d'abord des actes et des mérites que Ibenge a récoltés ici et là, à travers le pays et à travers différentes compétitions qu'il a pu organiser. C'est à partir de cela qu'on a eu à recourir à Florent Ibenge. Mais je crois que si on peut trouver mieux, quelqu'un qui pourra faire encore mieux que lui, je crois que ce serait intéressant. Est-ce qu'on trouvera cette perle rare, Faniko? Parce qu'on a l'impression qu'après le départ d'Ibenge, prenons pour le Chan, parce que pour Cannes et la Russie 2018, on a encore un peu de chance, parce que nous sommes encore premiers du pool avec 6 points. Il nous faut 12 points pour aller en Russie. Est-ce que pour les Léopards juniors, il faut qu'ils reviennent à la tête? Oui, pour les léopards évoluant de celui qu'on a révoqué, j'ai oublié, c'est Mouira ou quoi? Non, c'est Zahira. Il a été révoqué. Il a été révoqué? Il y a une décision officielle? Oui, il y a une décision officielle. On a changé. Oui, je pense, lorsqu'on recrute actuellement un entraîneur, ou voire même certains joueurs, il y a des objectifs à atteindre. Lorsqu'on recrute un entraîneur, on se fixe des objectifs. Soit vous allez amener l'équipe à tel niveau, à tel niveau. Faute par vous de ne pas atteindre ces seuils-là, on peut rompre les contrats, comme avec ce que le Congo vient de connaître la semaine antérieure, pour un champion en titre. C'est l'absence d'Ibenge. Non, je n'aimerais pas parler en termes d'Ibenge ou bien de Zahira. Ibenge a fait son temps au niveau des Chan. Il continue avec les léopards de professionnels. C'est normal, mais voyons ce qui est arrivé avec l'équipe des Chan, l'équipe de léopards évoluant au Congo. Cela est arrivé. Il faut qu'on arrive à recruter un autre le plus vite, parce que chez vous, vous avez l'habitude de... Attends cette perle rare, c'est ça la question. Attends cette perle rare, c'est cet entraîneur qui peut remplacer... Il ne faut pas toujours parler en termes de... Les entraîneurs, ce ne sont pas les entraîneurs qui sont sur l'air des jeux qui marquent. L'entraîneur a sa part et les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Un grand part quand même, hein. L'entraîneur, c'est lui qui booste, qui donne l'esprit d'équipe. Si tel était le cas, on supposerait que le pays ayant un budget le plus élevé au monde, c'est celui qui gagnerait toutes les mondiales. Non, c'est-à-dire, dans le football, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Le facteur chance joue aussi, le mérite de tout un chacun aussi joue. Vous pouvez avoir un bon entraîneur et que vous n'avez pas de bons joueurs. Qu'est-ce que vous allez faire? L'entraîneur sera l'air de jeu en train de marquer le but? Non, c'est la combinaison de plusieurs éléments et au finish, vous avez le résultat. Si cette année, la chance n'a pas souri de notre côté, acceptons, c'est pas la fin du monde, tournons la page, évoluons, voyons ce qui va venir. Nous comptons trop aussi sur la chance, c'est vrai, la chance. Le facteur chance, c'est un facteur parmi tant d'autres. Un facteur, mais nous misons beaucoup plus sur la chance. En RDC, on dit chance et Lokopamba, et il y en a ceux qui fustigent Ibenge disent qu'il gagnera par chance, c'est un coup de chance, ça arrive, mais cette fois-ci, il n'a pas été là, et bien voilà, on a perdu. Oui, le facteur chance compte dans le football, ça c'est vrai. Mais je crois qu'il y a également, ce qui est le plus important, c'est le facteur préparation. Il s'est plaint, hein, Ibenge qui n'a pas de moyens d'ailleurs. Mais il s'est plaint. Mais s'il arrive à réaliser de bons résultats, ce serait quoi? Ça, c'est avec le premier Chan que vous avez remporté avec Mutubele Santos, il y avait quelle préparation? Les joueurs évoluant au Congo allaient aux entraînements avec le bus 207. On a un autre sportif maison, si le temps vraiment le permettait, pourrait même venir nous dire un peu quelques mots pour les léopards, parce que c'est lui qui est spécialiste. J'aimerais vraiment qu'il nous dise un mot par rapport à Ibenge, parce qu'on a encore quelques minutes. Merci à toi de venir.
Olivier Mbulou, Florent Ibenge est parti, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Est-ce que nous avons perdu le CHAN ici, nous avons quitté le CHAN parce que Florent Ibenge n'était pas là? Merci d'abord pour cette occasion que vous m'offrez pour exprimer au cours de votre émission Web Presse. Merci. En fait, l'élimination de la RDC au CHAN, je pense qu'incombe à l'entraîneur. Le départ de... Vous savez, on avait précipité le départ de Florent Ibenge. Il était critiqué. Comment une seule personne peut entraîner trois équipes? Vita Club, Léopard A et Léopard Prime, donc Léopard CHAN. Tellement qu'il était... Même les entraîneurs, il était combattu. Les pauvres, il a dit, écoutez, je jette l'éponge, j'abandonne la sélection à une autre personne. Et je pense qu'il n'a pas abandonné cette équipe de gaieté de cœur. Hein. De gaieté de cœur. Donc, avec beaucoup de pincements au cœur, qu'il a abandonné l'équipe. Et nous sommes les Africains. En tout cas, il n'avait pas le cœur ouvert. Il n'a pas béni l'équipe. Apparemment, il n'a pas béni l'équipe. Je vous en prie, parlons un peu. Apparemment, il n'a pas béni l'équipe. Bon, quand vous voulez prendre la direction de l'équipe, prenez. Et advienne que pourra, et voilà les résultats là. Les pauvres, il a hérité l'équipe. Il y a eu vraiment chose de désordre au sein de cette formation. Au départ, on avait nommé Chikomo Keba comme entraîneur principal. À notre grande surprise, lors de la conférence de presse, nous avons vu Zahir Amouni prendre la commande de la direction de l'équipe. Comment expliquer tout cet oïboui? Moi, je pense que c'est parti de là, c'est la FECOFA qui a entretenu tous ces désordres-là. Ça a démobilisé les joueurs? Oui, ça a démobilisé les joueurs, ça a démobilisé même les staffs techniques. On ne savait pas qui va prendre la direction de l'équipe. Et je pense que notre élimination était préparée. Ouh là là, on attendait ça, on attendait l'élimination. Mais aujourd'hui, il entraîne... Est-ce que son retour est à l'ordre du jour? Peut-il revenir entraîner les Léopards à Prime, comme vous l'appelez? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il a renoncé à l'équipe CHAN. En tout cas, il va se concentrer à l'équipe nationale A, donc le Léopard senior. Et puis Vecleb. Est-ce qu'on va trouver cette perle rare qui peut remplacer Bengue et nous Ils sont là. Il y a Otis Ngoma. Il a fait ses preuves au sein de la formation de Motema Pembe. C'est quand même un bon entraîneur. Motema Pembe était nulle part, mais il a relevé les systèmes de jeu de Motema Pembe. Moi, je pense que l'entraîneur Otis Ngoma a sa place au sein de la formation de Léopard CHAN. Il s'est plaint, nous avons suivi qu'il s'est plaint, j'ai le spécialiste en maison, j'aimerais bien avoir son cloche. Florent Ibenge s'est plaint qu'il n'a pas de moyens par rapport à la préparation des Léopards pour Russie 2018. Pourquoi à chaque fois on ne donne pas les moyens à Florent Ibenge? On attend qu'il soit, comme l'a dit Faye, quart de finale, demi-finale, pour que toutes les autorités maintenant sortent leur tête pour le soutenir. Pourtant, on doit le soutenir maintenant lors des préparatifs. Il se plaint, il n'a pas d'argent. Non, je pense qu'il n'a pas raison. Il a dit, moi je l'ai suivi personnellement. Oui, il a dit, mais je l'ai suivi. Je pense que les années antérieures, le gouvernement ne sortait pas les moyens à temps. Mais je vous assure que pour l'être Kimutu Kimpiob, le gouvernement met les moyens à la disposition de l'équipe nationale. Pour preuve, ils sont au Maroc. Ils sont déjà partis? Oui, ils sont déjà partis depuis le vendredi dernier. Donc, ils sont en stage bloqué au Maroc. De ce côté-là, je ne suis pas l'avocat du gouvernement Bruno Tchibala, mais de ce côté-là, en tout cas, le gouvernement congolais ne lésine pas sur les moyens pour préparer les... On a la chance pour Russie 2018, Olivier Mbulou? Nous avons nos chances sont intactes. Nous sommes premiers, on a le même nombre de points avec la Tunisie, sauf que le goal average est supérieur par rapport aux aigles de Carthage de la Tunisie. Il suffit de négocier ces matchs aller, un match nul, et pourquoi pas venir gagner au retour, et il va nous rester avec 2 matchs contre la Libye, en déplacement contre la Guinée, et Guinée-Conakry ici à Kinshasa. Je pense que nous avons toutes les chances du monde que nous puissions peut-être participer pour la deuxième phase, à une phase finale de la Coupe du Monde, 40 ans après. 40 ans après. Et pour Cannes, ça doit se tenir au Cameroun. Au Cameroun, il y a des problèmes. Je suis fan de foot. Hein. Je suis vu qu'au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes. Et on a élargi le nombre d'équipes, mais il faudra maintenant... On veut même arracher cette compétition. Oui, l'organisation, il y a le Maroc qui est là, qui est partie prenante. Donc le Maroc... On risque d'arracher la compétition au Cameroun. Il ne réunisse pas vraiment tous les moyens, tous les ingrédients pour accueillir... Et pourtant, le Cameroun a gagné beaucoup de Coupes d'Afrique. Tout à fait. 3 à 4 fois, si je ne me trompe pas. Gagner les coupes n'est pas synonyme des moyens. Des moyens. Parce que, qu'est-ce qu'il y a même qu'est-ce qu'on met dans les couples? Ce sont des histoires honorifiques, il n'y a presque rien.
Le Cameroun, pour vous, vraiment, cette nation de foot comme le Cameroun ne peut pas organiser... Il dispose pas des infrastructures adéquates. Écoutez, madame, il y a toute une panoplie de paramètres qu'on prend en compte. Vous voyez, le problème se pose avec le Qatar. Le Qatar a beaucoup de moyens, mais il y a certains paramètres jusque-là, on se pose des questions pourquoi on avait octroyé cette organisation au Qatar. Non, je crois que la semaine prochaine, je suis fan de football, ne vous en faites pas, je suis très hétéroclite, mais j'ai suivi aussi qu'on voudra arracher cette coupe au Cameroun, et pourtant, le Cameroun, c'est un autre pays que j'adore aussi, parce que le Cameroun, c'est un peu comme... C'est vrai que normalement, c'est le pays d'Afrique centrale. Voilà, c'est un peu comme la RDC. Voilà, nous soutenons, nous appuyons, faites vite pour que cette canne soit, en tout cas, au Cameroun. Merci à vous, en tout cas, Olivier Mbilou. Merci à André Mokinou et à Faini Kombikaï pour cette participation. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Et le plaisir sera intact le mercredi prochain pour un autre Web Presse.